Suu Kyi, un rêve birman, demain à 22 h sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen. Dans cette émission, direction l'Allemagne, Nuremberg, un pays leader de l'économie européenne qui pourtant a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Alors que faire? Tout simplement aller chercher des diplômés à l'étranger. Où ça? Dans les pays du sud de l'Europe, des pays en crise. Nous en débattrons dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, l'actualité. Une fois de plus, l'île de Lampedusa a été touchée par un drame de l'immigration. Des centaines de corps sont jour après jour repêchés au large de ses côtes. Alors, que fait l'Europe pour Lampedusa? C'est la question de la semaine. C'est une mer de corps humains. Des Africains venus chercher une vie meilleure sur les rives d'une Europe chaleureuse, accueillante, protectrice. Port de départ, Corne de l'Afrique. Porte d'entrée, Lampedusa. Une île tristement célèbre pour être l'un des principaux points d'entrée des migrants dans l'Union européenne. Cette fois, ils étaient près de 500 sur ce bateau, qui gît désormais par 47 mètres de fond, à 600 mètres des côtes. Seuls 150 sont vivants. Et tous les jours, les plongeurs continuent leur lent et macabre travail de remonter des corps. 17 par-ci, 30 par-là. Des hommes, des femmes, des jeunes filles, des enfants. Pourtant, on devrait s'y habituer à cette valse des boat people en Méditerranée. Depuis 20 ans, quelques 17 000 migrants ont trouvé la mort sur les rives de l'Europe, dans la presque indifférence générale, non ? À chaque naufrage, à chaque vague de noyés, la même compassion, les mêmes larmes et les mêmes débats. Frontex, mais que fait l'agence Frontex qui sécurise les frontières extérieures de l'Union? Et cette fameuse politique migratoire commune? Et si on convoquait une réunion des responsables? Ah oui, tiens, très bonne idée. Et puis après? Après, rien. Jusqu'au prochain naufrage. Alors l'Europe, prix Nobel de la paix. On a abandonné Lampedusa? L'Europe a-t-elle oublié Lampedusa? Pour répondre à cette question, c'est Sylvie Guillaume qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du groupe socialiste et démocrate et membre de la commission des affaires intérieures, des libertés civiles et de la justice. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on fait pour Lampedusa? Est-ce que vraiment Lampedusa, finalement, c'est juste quelque chose qui vient un petit peu régler de temps en temps, 2-3 fois dans l'année, l'actualité européenne? On convoque des réunions et derrière, pas grand-chose. Votre reportage, même s'il a un ton caustique et voulu. sautier, voulu bien entendu, décrit assez bien la réalité. C'est-à-dire cet enchaînement d'un bateau qui coule ou qui menace de couler, des morts, de la compassion, des larmes de crocodile, une demande de réunion, quelques déplacements, et finalement la vie continue ou la mort continue. Et c'est un peu ça que je reproche effectivement dans cet enchaînement, c'est que il y a eu des Lampedusa, il y aura d'autres Lampedusa si on ne bouge pas effectivement de façon beaucoup plus massive sur le sujet des migrations en général. J'ai exprimé tout à l'heure auprès du commissaire Barnier la chose suivante, c'est que bien sûr s'occuper de tel ou tel aspect des politiques migratoires est important en soi. La pièce de l'asile est importante, la pièce des travailleurs saisonniers est importante, la pièce de la sécurité est importante, la pièce de Frontex est importante. Mais personne ne songe réellement à faire en sorte de rassembler ces pièces et de construire réellement une politique cohérente, globale sur l'immigration. Est-ce que l'Europe a besoin de migration? Est-ce qu'on aide suffisamment les gens qui ont besoin qui veulent ou qui ont besoin de se déplacer? Quel corridor on met pour qu'ils accèdent à l'Europe si c'est nécessaire, s'ils en ont besoin? Bref, toutes ces questions-là, finalement, on ne se les pose pas de façon commune. Les réunions qui sont organisées n'abordent finalement pas l'essentiel, mais plutôt par petits morceaux, l'intérêt de tel État membre,
l'intérêt de tel autre État membre, qui sont quelquefois contradictoires, et finalement, on en tire des grandes déclarations, mais sans vraiment de décision concrète. Alors, on a souvent, une fois de plus, entendu parler de l'agence Frontex, qui est l'agence qui gère en fait les frontières extérieures, qui est censée les sécuriser. Sur le prochain budget, donc, qui prendra en 2014, au 1er janvier 2014, on voit qu'il y a quand même une baisse drastique. On passe de 118 millions à 84 millions. Est-ce que c'est pas un mauvais signal, finalement ? Les signaux ont toujours été très mauvais vis-à-vis de Frontex, en tout cas de son budget, puisque Frontex est une agence récente qui est passée d'un budget, je crois, de mémoire de 6 millions à son origine de 2005 à 95 millions, puis en baisse maintenant sur ce budget. Donc les signaux étaient à la fois très mauvais parce qu'il y a eu une augmentation exponentielle uniquement axée sur la sécurisation des frontières, alors que comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres aspects nécessaires dans la politique. On dit surtout de Frontex que c'est une agence répressive et qui n'est pas du tout en fait dans le cadre de l'accompagnement des migrants. Alors, son rôle n'est pas non plus l'accompagnement, mais c'est vrai qu'il y a eu un saut qualitatif avec le nouveau règlement Frontex que nous avons mis au point il y a maintenant 2 ans. Je termine juste sur l'aspect budgétaire. Le côté yo-yo, effectivement, du budget de Frontex n'est pas très sécurisant. C'est le cas de le dire, pour cette agence. Mais j'en reviens donc à ce règlement qui a changé pour faire en sorte que Frontex soit effectivement dans son rôle de sécurisation des frontières, mais également dans son rôle de protection des personnes. Viendra s'ajouter à ce rôle-là aussi, on va voter cette session sur ce sujet, le dispositif Eurosur, qui est lui un dispositif d'échange d'informations, notamment satellitaires entre les différents États membres, pour sécuriser la vie des personnes qui sont dans ces bateaux. C'est-à-dire la surveillance oui, par satellite et les échanges entre États pour voir effectivement venir en aide aux bateaux en danger. À chaque fois, il faut, de mon point de vue, toujours accoler, avoir une facette de sécurisation des frontières, mais évidemment de sécurisation de la vie des gens qui sont dans ces bateaux. Et c'est indispensable pour moi de les accoler. Alors, il y a une question qui se repose une fois de plus à chaque fois qu'il y a un drame qui se déroule à Lampedusa. J'aimerais qu'on écoute une représentante de l'agence Amnesty International. Peut-être que nous pouvons parler d'un système d'asile plus collectif avec l'Union européenne. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il y a des politiques au sein de l'Union qui mettent l'accent sur le premier pays d'entrée des migrants. Put the burden on the first country of entry of migrants and refugees. Sylvie Guillaume, est-ce qu'il faut changer ce règlement qui dit que la prise en charge en fait, de l'asile doit se faire par le pays d'entrée, le premier pays d'entrée en Europe? C'est ce que demande l'Italie, par exemple. La représentante d'Amnesty International et vous-même venez d'évoquer le règlement dit Dublin, qui vient d'être modifié dans le cadre de la réforme du paquet asile qui comprenait plusieurs textes, dont ce règlement Dublin. La modification, nous l'avions souhaitée au Parlement européen. Nous avions trouvé une forme d'accord pour aller dans ce sens, de faire en sorte que le premier pays d'entrée, et on sait que les pays du pourtour de l'Europe sont les plus sujets à ces entrées, ne soient pas forcément les seuls à assumer le traitement des demandes d'asile. Nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord sur la modification du règlement Dublin 2, donc Dublin 3 ne comprend effectivement pas cette disposition. C'est l'Allemagne qui bloque, entre autres. Pas que l'Allemagne, mais notamment l'Allemagne. D'autres États membres n'étaient pas favorables effectivement à cette modification, en laissant effectivement la charge de l'examen des demandes d'asile principalement aux pays qui sont confrontés aux afflux massifs. Alors, il y a le problème en fait de ces mafias de passeurs qui font venir donc, ces réfugiés. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler le problème à la base qui est enfin ouvrir la politique des visas en Europe, afin de faire venir de manière légale ces réfugiés potentiels sur les territoires européens pour qu'ils puissent demander l'asile dans des conditions humaines, si je puis dire, et ne pas tenter le passage qui leur coûte la vie aujourd'hui? Il faut considérer les choses, me semble-t-il, de la manière suivante. C'est-à-dire que plus les routes sont coupées, plus les voies légales d'accès à l'Europe, qu'il s'agisse de la migration de travail, qu'il s'agisse de l'asile. Et je fais la distinction, il n'y a pas une voie d'accès unique qui soit l'asile. Mais il peut y avoir effectivement de la migration régulière par le biais de l'accès au travail. Plus ces routes légales, régulières sont coupées, plus les routes irrégulières sont renforcées et plus les passeurs font de l'argent sur ces passages-là. Donc,
par parallélisme des formes, il faut que l'Union prenne conscience qu'elle doit organiser, c'est ce que je faisais référence tout à l'heure quand je parle de migration, de politique migratoire générale et coordonnée, il faut que l'Union réfléchisse à la manière d'ouvrir des voies régulières d'accès, C'en est une. limiter justement le recours à ces passages irréguliers qui font des morts à Lampedusa, ailleurs, à d'autres frontières de La l'Union. frontière gréco-turque qui est le premier point de coinçage. Je vais vous poser la dernière question, je voudrais une réponse très courte. Est-ce que finalement, à la veille de ces élections européennes de 2014, on a envie, au sein de l'Union, que ce soit Conseil, Commission, Parlement, d'ouvrir ce dossier et de réfléchir à une politique commune sur cette question? Est-ce que c'est pas ouvrir la boîte de Pandore et se tirer une balle dans le pied? Je pense que le Parlement a eu ces dernières années, ces nombreuses dernières années, l'envie de partager ce discours-là et de travailler sur ces questions. Je ne suis pas sûre que ce soit une envie partagée. Merci Sylvie Guillaume d'avoir participé avec nous à ce débat. Nous, on continue sur les questions migratoires. L'Allemagne est un pays qui souffre d'un cruel déficit de main-d'œuvre. Et pour faire face à ce problème, elle va tout simplement chercher des diplômés à l'étranger. Où ça? Dans les pays en crise, en Europe, la Grèce, l'Espagne ou l'Italie. C'est un reportage de Mélanie Bontemps et Paul Bouffard en Allemagne. « 8h52, c'est un employé comme les autres qui passe les tourniquets. Depuis 2011, Christos travaille ici, près de Nuremberg, chez Siemens Energy. Mais l'ingénieur de 35 ans vient de loin. Il a fui la Grèce et sa crise. Du jour au lendemain, son salaire a été divisé par 2. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à trouver du travail en Allemagne grâce à un chasseur de tête à Thessalonique, en Grèce. J'ai reçu une invitation de Siemens et j'ai eu un entretien d'embauche. Et un mois plus tard, Christos est en poste, expert en énergie sismique. Une immigration facilitée, il trouve son logement en ligne et les formalités administratives réglées par l'employeur. Ma fiancée est médecin, elle travaille actuellement en Grèce et nous avons prévu d'ailleurs qu'elle vienne ici en Allemagne et qu'elle cherche elle aussi un travail. Parce que nous voulons fonder une famille, notre famille ici. L'entreprise crée même un pôle d'ingénieurs étrangers. Après avoir sonné l'austérité, les Allemands accueillent les cerveaux hellènes. Dans le service, 8 employés sur 10 sont originaires de Grèce. C'est devenu difficile de trouver des experts allemands dans ce domaine. Il n'y a pas de spécialisation sismique en Allemagne. On doit aller plus au sud de l'Europe pour en trouver, en Grèce, en Italie ou en Turquie. Mais la Grèce reste la meilleure option. Aujourd'hui, 42% des Allemands ont plus de 50 ans. Si rien n'est fait, le pays manquera de 6 millions de travailleurs d'ici 10 ans. Alors, ingénieurs, experts mais aussi personnel de santé deviennent une cible prioritaire pour les chasseurs de tête. À l'Agence allemande pour l'emploi, on développe même une campagne européenne de recrutement, The Job of My Life, présente sur toutes les bourses à l'emploi d'Europe du Sud. Objectif, draguer les travailleurs étrangers. Ici en Allemagne, le chômage est relativement limité. Le taux de chômage en août était de 6,3%, ce qui est très faible comparé à l'Europe. Dans un pays comme la Grèce, il est de 27%, ce qui est évidemment très élevé. Et c'est pourquoi nous ne pouvons qu'encourager les travailleurs grecs à venir chez nous, à venir à nous, quand ils ont bien sûr des qualifications adaptées. Je pense que quand la croissance reviendra en Grèce, eh bien, ces travailleurs reviendront dans leur pays avec bien entendu leurs compétences et en plus, ils parleront allemand. Depuis 12 mois, pas moins de 25 000 nouveaux travailleurs grecs sont arrivés en Allemagne. Alors comme à Nuremberg, les communautés s'organisent. Dionysos, tous les Grecs d'ici le connaissent. C'est un peu l'ange gardien de ses compatriotes. Avec son association, il fait la passerelle entre Grèce et Allemagne. Aide administrative, mais pas seulement, des cours d'allemand aussi. Maîtriser la langue de Goethe reste un sésame indispensable pour décrocher ses emplois.
Εδώ είναι ο βοηθός. Και εδώ είναι η εκκλησία μας. Ça a commencé il y a 2 ans. Pour nous aussi, c'était quelque chose de nouveau. Beaucoup de Grecs sont venus d'un coup, des familles, des jeunes, des enfants, et ils faisaient la queue devant notre bureau. Ces derniers temps, nous avons des ingénieurs, des mathématiciens, des professeurs et bien sûr aussi des médecins, beaucoup de médecins. Et c'est le cas de Vasiliadis, docteur en biologie moléculaire et génétique. Blessé par la caricature des Grecs paresseux diffusée en Allemagne, il a quand même fait le voyage, car en Grèce, il n'avait qu'un petit boulot de chauffeur de taxi. Il a bien failli se retrouver à dormir dans la rue. Comme il le dit, son pays ne pouvait plus le faire vivre. Je peux comprendre la plupart des Européens, leur vision de la situation en Grèce. Mais il y en a un que je ne comprends pas. C'est Schäuble, le ministre des Finances allemand. Il a dit que c'était de la faute des Grecs. Il peut bien sûr accuser le gouvernement qui a mal dirigé le pays, mais il ne doit pas accuser le peuple. Si on m'appelait et qu'on me disait « Tu as une offre d'emploi en Grèce », je serais dans le premier avion pour y retourner. Pour l'instant, Vasiliadis continue son aventure dans l'Eldorado allemand. Son équivalence de diplôme tamponnée en main, l'homme est en attente d'un poste à l'hôpital de Nuremberg. Et pour évoquer cette question de la main-d'œuvre en Allemagne, ce sont 2 députés qui nous ont rejoints sur ce plateau. Andreas Schwab, bonjour. Vous êtes député européen allemand, membre du groupe PPE. Merci d'être avec nous. Jean-Luc Benamias, vous êtes français. Oui, c'est vrai. Vous êtes membre du groupe libéraux-démocrates et surtout vous êtes membre de la commission emploi. Après avoir visionné ce reportage, je voudrais juste vous poser une question, Andreas Schwab. Auparavant, l'Allemagne avait pour habitude d'aller chercher des immigrés, entre guillemets, qualifiés dans les pays de l'Est. Pourquoi ce choix d'aller vers les pays en crise ? Alors moi, en tant que député, je ne suis pas en liaison avec cette entreprise que vous avez montrée, mais c'est vrai que le marché européen, ça donnait de plus en plus un marché pour les citoyens de choisir quoi faire et où. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais pensé de travailler à Paris, mais malheureusement, il n'y avait aucun travail. Et donc, je pense que si les gens peuvent décider eux-mêmes comment ils veulent vivre et où travailler, je trouve que c'est super qu'ils viennent en Allemagne et de travailler chez nous. Oui, enfin, là, pour le coup, c'est super pour eux de venir parce qu'ils trouvent une opportunité. Mais pourquoi faire ce choix d'aller, et on le voit bien dans ce reportage, explicitement cibler des pays en crise où vous savez que le taux d'emploi des diplômés est très bas ? Enfin, il y a une part un petit peu d'opportunisme, si je puis dire, entre guillemets. Exactement, pour cette raison, je ne vous pas donner cette réponse, car je n'ai pas décidé, en tant que député européen, ce choix. Je ne sais pas sur quelle base Siemens a pris cette décision dans le reportage que vous avez démontré. Alors, c'est Siemens, mais c'est aussi le Pôle emploi, enfin l'Agence pour l'emploi nationale. Il y a cette campagne, ce n'est pas que Siemens. Je pense, mais ça nous amène dans un climat ou dans une discussion plus large et plus profonde. La question, si les gens n'ont pas envie de travailler, de trouver un bon boulot, et je pense... Il y a beaucoup de gens qui cherchent un bon boulot et s'ils le trouvent en Pologne, en France ou en Allemagne, c'est mieux de ne pas avoir un boulot. Vous, Monsieur Benamias, cette circulation comme ça des diplômés, finalement, c'est plutôt bénéfique pour l'Europe ? Si c'est volontaire, et on le voit que c'est contradictoire, complexe, si c'est volontaire, je vois aucune difficulté, moi. Vous voulez travailler à Paris, moi je pourrais très bien travailler en Allemagne. Enfin pour tout, à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Quand c'est involontaire, et c'est la situation de la Grèce qui est catastrophique, comme celle de l'Espagne, voire celle du Portugal, où un certain nombre de diplômés ne trouvent pas d'emploi, même les non-diplômés aussi. Et là, c'est pas volontaire. Et globalement, quand même, moi, je critique pas l'Allemagne. Les relations entre l'Allemagne et la Grèce, notamment touristiques depuis plusieurs dizaines d'années, entre le nombre d'Allemands qui passaient en vacances en Grèce était absolument gigantesque. Plusieurs millions. Ce sont presque des rapports de couple. Il y a des relations relativement normales depuis, évidemment, près de 50 ans. Donc voilà. Non, ce qui est agaçant, ce que j'ai entendu au début du reportage, c'est que j'ai pas très bien compris pourquoi. D'ailleurs, pourquoi il y aurait une baisse de salaire? Alors là, je comprends pas. Je savais pas que les salaires en Grèce
été aussi haut. Ce que je sais, c'est que les salaires de cadre en Allemagne sont relativement normalement élevés. J'ai pas très bien compris. Non, la baisse de salaire, c'est-à-dire que vu que son salaire a été divisé par 2 en Grèce, il a fait le choix de partir à l'étranger. Voilà. J'ai mal compris. Excusez-moi, c'est moi qui ai mal compris. Voilà. Après, voilà, il faut qu'on arrive, à mon avis, hein, je le dis souvent, qu'on arrive à trouver une fiscalité commune au niveau entreprise, entrepreneuriale, dans le cadre de l'Union européenne, notamment avec les grands pays, la France, l'Allemagne et aussi la Grèce, pour que globalement Siemens aille aussi faire travailler des gens directement en Grèce et pas uniquement par des espèces d'aller-retour. Mais c'est pas sur le fond, qui est circulation des salariés avec les mêmes droits, et les mêmes devoirs et les mêmes droits, notamment les droits du travail, me paraît pas spécialement inconséquent. Alors, il y a une accusation de la part des syndicats allemands qui voient assez mal, si je puis dire, cette arrivée massive, que ce soit d'employés grecs, portugais, italiens ou espagnols. C'est que pour eux, il y a eu une forme de dumping sur les salaires, c'est-à-dire une pression sur le marché du travail pour maintenir des salaires plus bas en faisant appel à l'immigration. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces syndicats? Bon, alors, moi, je n'ai pas entendu ces syndicats dont vous parlez, donc je ne peux pas vraiment comprendre ce que vous voulez dire avec. Alors, il est vrai qu'il y a des C'est même études... repris par le DIW, c'est un institut berlinois et beaucoup de syndicats... Non, mais il y a cet institut, il y a aussi l'institut de l'agence de travail en Allemagne qui ont fait des sondages, car souvent on critique que le salaire minimum, qui n'existe pas encore en Allemagne, devrait être introduit. Mais ces études, si on les lit jusqu'à la fin, et malheureusement ce n'est pas toujours fait, ils disent aussi que finalement le salaire minimum n'indique pas, ou la participation d'un certain nombre de gens à un salaire plus bas que le salaire minimum dans d'autres pays n'indique pas du tout que le niveau de vie est vraiment plus bas. Le niveau de vie, c'est ça ce qu'il faut prendre en considération. Et souvent l'État cofinance, où ces gens-là ont deux ou trois boulots ou ont un boulot en addition. Et donc pour juger le marché de travail en Allemagne, d'abord il faut accepter qu'il y a très peu de chômage, surtout très peu de chômage des jeunes. Je crois, contre 11% pour la moyenne de la zone euro. Très peu de chômage des jeunes, et donc les gens ont envie de travailler. Maintenant, il faut trouver un salaire juste, ça c'est clair, mais de mon point de vue, dans la plupart des situations en Allemagne, c'est un salaire juste, et on est en train de l'améliorer. On peut toujours faire mieux, c'est aucune question, mais je pense qu'il ne faut pas passer de ce débat vers un débat de dumping social. Le dumping social, c'est quand les gens... C'est comme ça que les syndicats allemands le posent. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que les gens qui cherchent un travail et ne le trouvent pas sont pas mis de côté, mais ont une chance de trouver un boulot dans le marché de travail. C'est aussi quelque chose qui les satisfait. Quitte à additionner 2-3 emplois, Jean-Luc Benamias? Non. Ça, je pense que clairement, ça dépend des emplois, mais quand on a un emploi on est sur des emplois de cadre supérieur, de haute qualification. Je ne vois absolument pas comment on peut cumuler plusieurs emplois de haute qualification. Docteur, chimiste, biologiste, c'est pour moi totalement impossible, inconséquent. Il faut des salaires qui soient des salaires à des revenus honorables, respectables. Moi, je pense que on doit arriver à cela. L'Allemagne va aller vers un salaire minimum, mais on ne parle pas des mêmes emplois dans ces cas-là. On parle de salaire minimum. C'est pas les mêmes emplois. L'histoire du dumping, si je me mets en France, mais en France, on fait travailler dans la médecine générale et la médecine en hôpital, dans les hôpitaux français. Des attachés qui sont très mal payés par rapport des docteurs qui viennent de Bulgarie, qui sont très bien, ou roumains, à des salaires qui sont égaux au SMIC. Donc, c'est pas une question de dumping. Il y a une question derrière tout cela de comment on arrive réellement d'ailleurs à mettre en face des emplois réellement existants, des formations réellement existantes. Problème français, mais aussi, bizarrement d'ailleurs, problème allemand aujourd'hui. J'apprends ça, pas partout, hein, vous êtes quand même meilleurs que nous par rapport à ça, par rapport à la formation professionnelle. Non, je le dis, c'est la réalité. Mais quand même, il y a le même problème. Donc voilà. Après ça, le dumping social, il existe sur quoi? Sur le BTP, tout le monde le sait. Sur les travailleurs saisonniers, dans tout ce qui est agriculture saisonnière. Là, oui, il y a des choses à améliorer, qui sont d'ailleurs, je le dis, on y travaille beaucoup au niveau de la Commission sociale au Parlement européen, sur ce qu'on appelle les travailleurs détachés, ça nous touche tous, et sur ce qu'on appelle les travailleurs saisonniers. Et on améliore les situations, directive après directive. C'est pas le summum, mais on les améliore. Alors, je voudrais qu'on écoute le grec qu'on a vu à l'instant dans le reportage. Il a une question directe à vous poser. L'Europe connaît une de ses pires crises. C'est vraiment historique. La solidarité est peut-être la meilleure solution que les citoyens européens peuvent partager pour surmonter cette crise. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens ?
Jean-Luc Benamias, vous riez à l'instant à la question. Je ris parce que, bon, je suis très français, j'y tiens, mais l'Allemagne a une responsabilité particulière dans la situation économique d'aujourd'hui. Une responsabilité avec Mme Merkel et avec les accords qui, semblerait-il, seraient passés avec le SPD. Donc sur une union démocratique extrêmement forte. L'Allemagne vit bien. L'Allemagne a une exportation extrêmement importante, notamment 75% par rapport à l'Europe. Et donc elle a entre les mains l'ensemble de la réhabilitation, de la reconstruction de l'Union européenne. Donc des pays qui sont à côté. Grèce, France, tous les pays qui l'entourent. Et donc à ce niveau-là, c'est eux qui ont la main. Et sérieusement, je leur fais assez confiance pour être responsables pour nous tous. J'attends de voir comment les choses vont se passer après la cohabitation telle que vous allez la voir. Mais je crois sérieusement que, globalement, vu le pouvoir économique aujourd'hui de l'Allemagne et le potentiel, c'est à eux de faire que les crises dans lesquelles nous sommes, on puisse en sortir. Il y en a qui sont plus ou moins en crise, notamment la Grèce. Notamment la Grèce. Andreas Schwab, comment est-ce que vous pouvez répondre à ce monsieur qu'on a vu à l'instant, sachant que, et on l'a vu dans le reportage également, beaucoup de Grecs qui sont actuellement en Allemagne se sont sentis lourdement stigmatisés et ils voient une forme de cynisme dans le fait que vous alliez aujourd'hui chercher en fait ces diplômés qui ont été formés par la Grèce avec les impôts grecs, si toutefois effectivement ils ont été récupérés. Je vous vois sourire. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur cette question de la solidarité? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de cynisme un petit peu là-dedans? Non, vraiment, je ne pense pas. C'est un chantage là. Je pense vraiment, ce monsieur-là, c'était son choix de venir travailler là et je trouve que c'est une très bonne idée et il n'est pas obligé de rester. Il va certainement avoir la possibilité probablement de rentrer en Grèce et d'aider à la population en Grèce de remonter. Et je pense d'abord l'Europe a dû prendre des mesures importantes. Pourquoi ? Car vous savez, le débat sur le respect des règles européennes, soit au niveau du marché intérieur, soit au niveau des droits de travailleurs, soit au niveau, vous pouvez trouver et chercher n'importe où, ça n'a jamais été respecté. Non, bien et sûr. donc, maintenant de dire à la pauvre Grèce, maintenant il ne faut pas tenir aux règles, non, il faut commencer à un certain moment de faire respecter les règles, n'importe où, aussi en Allemagne et en France, mais aussi en Grèce. Et deuxièmement, malgré ces problèmes qu'on a eus avec le respect du droit européen, n'importe où en Europe, on a été solidaires. Et c'est vrai que ça ne va pas finir là. Et pourquoi? Car on a besoin l'un de l'autre. Et il faut communiquer cela. Et de mon point de vue, les Grecs qui vont venir en Allemagne ne vont pas trouver un pays qui est complètement stigmatisé par une discussion contre la Grèce. Non, pas du tout. Les gens sont bien conscients que la Grèce est un pays et que la politique grecque, c'est autre chose. Et que ce n'est pas toujours très facilement à séparer l'un de l'autre. Mais quand même, la solidarité, c'est quelque chose qui s'explique, mais qui se prouve aussi que ceux qui prennent la solidarité peuvent démontrer qu'ils fassent un peu plus pour le respect des règles européennes. Jean-Luc Benamias, rapidement. Juste un mot historique. Pendant la dictature des colonels en Grèce, quels étaient les pays qui accueillaient les populations grecques? L'Allemagne et la France, et la Suède aussi. Donc à ce niveau-là, moi je ne crois pas qu'il y ait antagonisme. Il y a après évidemment circulation, parfois volontaire et parfois malheureusement forcée, des salariés parce qu'à un moment donné, il y a une période de crise gigantesque dans laquelle nous nous trouvons. Bon, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat. Je vous laisse retourner dans l'hémicycle. Nous, on continue, tout du moins la semaine prochaine. Vous retrouverez Ahmed Tazir à Bruxelles. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais